En cet hiver de 1873, dans une petite communauté d'immigrés allemands installée au bord d'un lac gelé, quelque part entre l'Amérique et l'Europe du Nord, les habitants murmuraient le nom d'une fillette comme on murmure une prière ou une malédiction. Emma Richter. Elle n'avait que 11 ans, une peau si pâle qu'on aurait dit du papier, et des yeux d'un gris métallique où se reflétait tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle calculait, tout ce qu'elle semblait déjà comprendre du monde avant même qu'on le lui explique. Les anciens disaient qu'elle comptait les pas des hommes, les battements des horloges et les respirations de la nuit. Les plus pieux y voyaient un signe divin, les autres une anomalie que la raison ne pouvait saisir. Ce que l'on appelait aujourd'hui un don prodigieux, la science du XIXe siècle l'aurait qualifié d'aberration. Les Richter étaient venus de Bavière quelques années auparavant, fuyant la pauvreté pour chercher fortune dans le Nouveau Monde, et s'étaient installés près d'une brasserie prospère. Le père, Heinrich, brassait la bière avec un sérieux méthodique. La mère, Greta, cousait et faisait la lessive pour les familles voisines. Rien ne distinguait cette famille des centaines d'autres immigrés, sinon cet enfant né prématurément sur un bateau battu par les tempêtes, qu'un médecin de bord avait déclaré perdu avant de l'avoir respiré contre la poitrine de sa mère. Depuis ce jour, disait-on, la mère avait laissé en elle quelque chose d'indéchiffrable. Petite, Emma ne pleurait jamais. Elle observait tout. Les conversations, les gestes, le nombre exact de perles sur les robes des femmes ou de clous dans les volets. À 4 ans, elle répétait mot pour mot les discussions des adultes, avec leurs accents, leurs hésitations, leurs fautes. À 5 ans, elle savait combien de secondes s'écoulaient entre 2 coups de cloche du quartier. Et à 6, elle pouvait dire quel jour de la semaine correspondait à n'importe quelle date depuis la création du calendrier grégorien. Son père en riait d'abord, y voyant une précocité amusante, mais les rires se turent quand l'enfant commença à annoncer des faits avant qu'ils n'arrivent. Ce fut un matin glacial de février. Tandis que la neige étouffait les sons du dehors, Emma, penchée sur son bol de lait, déclara calmement « Monsieur Dietrich ne rentrera pas ce soir. Son cœur s'arrêtera à 2h14. » Greta sursauta, fit tomber la cuillère et se signa. Heinrich voulut gromber la fillette, mais à 14 minutes après 2, le contremaître Dietrich s'effondra à la brasserie. L'événement fit l'effet d'une onde de choc. Dans la communauté, certains disaient que l'enfant avait pactisé avec le démon, d'autres qu'elle était touchée par la main de Dieu. Mais Emma, elle, notait simplement dans un petit carnet de cuir des chiffres, des durées, des écarts. « Il a changé son rythme », expliqua-t-elle plus tard à son père. « Ses pas n'étaient plus les mêmes. Il buvait plus, mangeait moins. Les nombres l'annonçaient. » Ce n'était pas une intuition, c'était un calcul. Les jours suivants, elle restait assise près de la fenêtre, observant le va-et-vient du quartier. Les gens commencèrent à sentir son regard avant même de le croiser. Les femmes se détournaient, les enfants l'évitaient. Pourtant, elle ne disait rien, ou presque. Jusqu'à ce matin de mars où, entre 2 prières, elle annonçait que Madame Weber serait découverte en faute le lendemain à 11h précises. Et ce fut le cas. Le mari revint plus tôt de sa tournée et surprit sa femme avec le propriétaire de la brasserie. Le scandale éclata. Mais ce qui glaçait vraiment les cœurs, ce fut que la petite l'avait su à la minute près. Alors la peur s'installa. Le curé, un Bavarois trapu nommé Colère, déclara que les dons d'Emma n'étaient peut-être pas de Dieu, mais d'un autre pouvoir plus obscur. Greta pleurait la nuit, se demandant ce qu'elle avait engendré. Heinrich, lui, essayait de comprendre comment une enfant pouvait-elle déceler dans les habitudes humaines des motifs invisibles aux autres. Emma observait les trajectoires, les respirations, la fréquence des pas. Elle voyait les écarts, les anomalies, les infimes variations qui précèdent les désastres. Le monde pour elle n'était qu'une suite d'équations. En avril, un incendie ravagea la maison des Zimmermann. Emma l'avait annoncé la veille. Le feu commencera à 20h47. 3 maisons brûleront. Tout se produisit comme elle l'avait prédit. À partir de ce jour, personne n'osa plus prononcer son nom à voix haute. Les Richter devinrent des parias, accusés de porter malheur. Mais Emma, indifférente, continuait de remplir son carnet de chiffres, de schémas, de coordonnées. Le docteur Müller, un homme instruit venu de Berlin, demanda l'examiner. Il pensait d'abord à une forme rare de génie ou de trouble neurologique, ce que la science moderne appellerait peut-être autisme savant. Pourtant même lui sentit un frisson d'effroi en écoutant la fillette expliquer comment elle calculait les âmes. Les hommes suivent des motifs,
dit-elle d'une voix tranquille. « Quand le motif se rompt, la fin est proche. » Peu après, elle annonça qu'une veuve du quartier se rendrait au fleuve pour ne plus revenir. Heinrich courut l'en empêcher et la trouva effectivement au bord de l'eau. Sauver la femme ne rassura pas le père. Cela confirma seulement que sa fille avait raison, toujours. La nuit suivante, Heinrich et Greta décidèrent de fuir, de quitter ce quartier où les regards se faisaient hostiles, où la peur d'Emma devenait plus dangereuse que ses dons. Mais avant l'aube, l'enfant ouvrit son carnet et montra à son père des colonnes de chiffres, des comptes, des routes, des rendez-vous secrets entre hommes du quartier. « Ils volent la brasserie », dit-elle simplement, « et ils savent que je le sais. » Ce fut la première fois que Heinrich eut peur pour leur vie. Emma calculait désormais le danger lui-même. La probabilité qu'ils viennent nous faire taire est de 84%, dans 72 heures. Alors, sous la pluie de mai, la famille s'enfuit. Personne ne les revit jamais. Seuls restèrent dans une cave de médecin un carnet de cuir plein de chiffres et le souvenir d'une enfant dont l'esprit voyait plus loin que tous les autres. Trop loin, peut-être pour son temps. Ils avaient quitté la ville avant l'aube, emportant à peine plus que quelques vêtements, un peu d'argent caché dans un sac de farine et le mystérieux carnet d'Emma, dont les pages couvertes de chiffres semblaient palpiter comme un cœur vivant chaque fois qu'on les ouvrait à la lumière d'une lampe. La pluie de mai brouillait les silhouettes des rues, effaçait leurs traces et avalait le bruit des sabots sur la boue. Heinrich conduisait la charrette prêtée par le docteur Müller, les mains crispées sur les rênes, tandis que Greta tenait Emma contre elle sous une couverture. L'enfant, muette, regardait fixement devant elle, ses yeux gris brillant dans la pénombre, comme s'il calculait déjà la route. Ils roulèrent vers le nord, jusqu'à un petit village où l'on parlait encore allemand, mais où personne ne connaissait leur nom. Là, sous une fausse identité, Heinrich trouva du travail dans une brasserie artisanale appartenant à un vieil homme nommé Bauer. L'endroit s'appelait Neudolm, une bourgade paisible entourée de champs et de collines, si différente de la ville bruyante qu'ils avaient fui. Pourtant, la paix n'était qu'apparente. Car Emma, même loin de Milwaukee, continuait à observer. Elle n'avait plus de voisins à proximité, mais elle comptait les battements d'ailes des corbeaux, la durée des prières, la régularité des sons émis par la machine à vapeur de la brasserie. Greta, espérant détourner sa fille de ses obsessions, lui apprit la broderie, la musique, les psaumes. Mais tout ce qu'Emma apprenait se transformait en calcul. Elle mesurait les intervalles entre les notes, la fréquence des syllabes, les rythmes cachés dans les chants religieux. À 12 ans, elle rédigeait déjà des équations si complexes qu'aucun adulte du village n'aurait su les comprendre. Le curé de Neuholm, un jeune prêtre français nommé Père Morel, fut le premier à tenter d'approcher ce mystère avec bienveillance. Il venait de Lyon, parlait doucement et croyait aux miracles de la raison autant qu'à ceux de Dieu. Intrigué par l'enfant, il proposa de lui faire lire les grands savants, Pascal, Descartes, Newton. Emma dévora leurs ouvrages en silence, puis traça dans son carnet des figures qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, des spirales de comportements humains, des symétries de décisions, des calculs du hasard lui-même. « Le monde obéit à une équation », dit-elle un soir à sa mère, « et moi, je commence à la comprendre. » Ces mots glacèrent Greta, qui supplia son mari d'interdire à l'enfant de poursuivre ses calculs. Mais Heinrich, partagé entre la fierté et la peur, se taisait. Il se souvenait encore de la nuit de leur fuite et du regard d'Emma lorsqu'elle avait prédit que leurs ennemis périraient les uns après les autres, ce qui s'était révélé exact. À la brasserie Bauer, les années passaient lentement. L'ombre de Milwaukee semblait s'être dissipée, jusqu'au jour où un étranger arriva de Saint-Paul avec des lettres officielles. Il cherchait un certain Richter, ancien employé de Keltner Brewery. Le vieil Bauer, sans méfiance, l'introduisit dans le bureau. Heinrich sentit son cœur se figer. L'homme parlait au nom du gouvernement américain. L'enquête sur le scandale de la brasserie avait abouti. 3 des coupables étaient morts, 2 en prison, un autre en fuite. On cherchait encore le témoin anonyme qui avait livré au docteur Müller les preuves décisives. Heinrich mentit avec un calme presque surhumain, prétendant ne pas connaître ce nom. L'homme repartit,
Mais la peur, elle, resta. Cette nuit-là, Emma sortit dans la cour et leva les yeux vers le ciel. « Ils approchent », dit-elle simplement. « Pas ceux de Milwaukee, d'autres. » Quand Greta voulut la questionner, elle répondit « Les hommes qui observent comme moi, ils calculent mes calculs. » Le lendemain, un courrier inattendu arriva au presbytère pour le père Morel. Un professeur de mathématiques allemand, réfugié à Paris, demandait à rencontrer la jeune fille dont les talents faisaient murmurer les cercles savants d'Europe. Il s'appelait Hermann Weiss, ancien élève de Gauss. Morel, croyant offrir à l'enfant une chance de reconnaissance scientifique, persuada les parents de le recevoir. Weiss arriva à Neuholm un matin de novembre, vêtu d'un manteau noir et d'un regard fiévreux. Dès qu'il vit les carnets d'Emma, il comprit qu'il se trouvait devant un phénomène unique. « Elle ne devine pas, dit-il à Heinrich, elle mesure ce que nous n'ignorons encore savoir. » Il lui fit étudier les probabilités, la mécanique céleste, la statistique naissante, et Emma, absorbant tout avec la froideur d'un instrument parfait, se mit à prédire des événements qui dépassaient le simple cadre du village. Une inondation sur la Loire, qu'elle calcula à la minute, la chute d'un pont en Belgique, une épidémie de fièvre dans le port de Hambourg. Tout se produisit exactement comme elle l'avait écrit. Les journaux français commencèrent à évoquer la fille aux équations prophétiques. Weiss la défendait devant les sceptiques, mais au fond, lui aussi avait peur. Il avait compris que chaque prédiction s'accompagnait d'un prix. Les yeux d'Emma devenaient plus ternes, son regard plus lointain. Comme si à chaque événement calculé, une part d'elle s'effaçait pour laisser place à la logique pure. À 12 ans, elle ne riait plus, ne pleurait plus, ne rêvait plus. Elle calculait. Heinrich, rongé par le remords, songeait à brûler les carnets, mais Emma l'empêcha. « Papa, si tu détruis mes nombres, tu détruis la seule façon que j'ai de comprendre le monde. » Puis d'une voix plus basse, « Et ce serait dangereux, parce qu'ils sont venus pour ça. » Cette phrase, Heinrich ne la comprit qu'un mois plus tard, quand un homme étrange se présenta à la brasserie Bauer. Il disait venir de Boston, parlait en allemand presque parfait, et portait dans sa poche une montre au tic-tac si régulier qu'Emma se figea en l'entendant. « Il n'est pas venu pour la bière, » murmura-t-elle, « il est venu pour les chiffres. » L'inconnu, qui se faisait appeler M. Lowell, proposa à Heinrich une somme exorbitante pour consulter les carnets de sa fille, affirmant qu'ils contenaient des principes mathématiques pouvant transformer les méthodes de prévision économique et météorologique. Heinrich refusa, mais Lowell revint plusieurs fois, insistant, promettant richesse et sécurité. Puis il disparut aussi soudainement qu'il était venu. Peu après, la maison des Richter fut cambriolée. Rien n'avait été volé, sauf un des carnets d'Emma. La fillette, étrangement calme, dit simplement « Il l'a pris. Maintenant il va essayer de comprendre, mais il ne pourra pas. Il n'a pas la clé. » Cette clé, expliqua-t-elle plus tard au père Morel, n'était pas un objet, mais une suite de nombres qui formaient un motif secret reliant les comportements humains au cycle du temps. Weiss, fasciné, tenta de la reproduire sur ses propres calculs, mais ses équations aboutissaient toujours à une impasse. « Elle voit ce que nous ne pouvons pas calculer », écrivit-il dans une lettre à un collègue parisien. « Elle lit la probabilité comme d'autres lisent un livre saint. » Mais à mesure que sa renommée s'étendait, le monde autour d'Emma semblait se refermer. Des lettres anonymes arrivaient à la brasserie, des étrangers se tenaient devant la maison sans raison. Et Emma notait ses apparitions dans son carnet avec la même précision que tout le reste. En 1875, le professeur Weiss repartit pour la France, emportant avec lui quelques pages de ses calculs. Emma, pour sa part, commença à parler d'un motif plus vaste, d'une structure invisible qui reliait tous les événements du monde. « Il n'y a pas de hasard, » dit-elle à sa mère, « seulement des variables que les autres ne voient pas. » Cette année-là, un hiver brutal s'abattit sur Neuholm. Les rivières gelèrent, la brasserie ferma, et la famille Richter survit grâce aux réserves et à l'aide du prêtre. Mais sous la glace, quelque chose semblait remuer, comme si les nombres d'Emma avaient réveillé une mécanique que le monde n'était pas prêt à comprendre. Une nuit de janvier, elle se leva sans bruit, alla dehors pieds nus et traça dans la neige un cercle parfait de symboles que personne n'avait jamais vus. Le lendemain, elle expliqua calmement « J'ai trouvé le cycle. Il revient tous les 11 ans. La prochaine fois, ce ne sera pas ici. »
Ni ses parents ni le père Morel ne purent interpréter cette énigme. Pourtant, au printemps suivant, une série d'événements inexplicables frappa les villages alentours, des effondrements de mines, des disparitions, des incendies, toujours espacés d'exactement 11 jours. Et chaque fois, Emma notait la date dans son carnet, sans émotion, comme si tout cela n'était qu'une conséquence mathématique attendue. Heinrich comprit alors qu'ils n'avaient pas fui le danger, ils l'avaient emporté avec eux. Ils quittèrent Neuholm au printemps 1876, comme ils avaient quitté Milwaukee, en silence, avant l'aube, sans laisser d'adresse ni d'explication. Le père Morel leur donna une lettre de recommandation pour un couvent près de Strasbourg, où Greta pourrait travailler et où Emma, pensait-il, serait protégée. Mais le couvent, austère et silencieux, n'était pas un refuge, c'était une cage. Les religieuses voyaient dans l'intelligence de l'enfant une tentation de l'orgueil, et son carnet leur semblait une œuvre de vanité. Elles lui confisquèrent ses pages, l'obligeant à passer des heures à copier les psaumes. Emma obéissait, mais ses yeux restaient ailleurs. Le soir, elle traçait sur le mur des chiffres invisibles, ses doigts suivant le rythme des prières comme si elle traduisait les chants en équations. Après 3 mois, la supérieure la surprit à écrire sur le sol de la chapelle une suite de nombres en forme de croix. « C'est la durée du silence », expliqua calmement la fillette. « Quand il devient trop parfait, quelque chose va se briser. » 2 jours plus tard, la cloche principale du couvent se détacha de sa poutre et écrasa la statue de Saint-Joseph. Le bruit résonna jusqu'à la ville. Emma fut renvoyée. Les Richter traversèrent alors la frontière pour rejoindre Paris, où vivait le professeur Weiss. La capitale, en pleine effervescence industrielle, brillait de 1000 lumières électriques, et la science s'y croyait toute puissante. Weiss présenta Emma à un cercle savant réuni chaque jeudi dans un hôtel particulier du boulevard Saint-Germain. Des médecins, des mathématiciens, des spiritualistes, des ingénieurs, tous voulaient comprendre le secret de cet enfant qui pouvait prédire les catastrophes et les crimes. Ils l'observèrent comme on observe un spécimen rare, lui posant des questions, lui faisant lire des journaux, lui donnant des chiffres à interpréter. Emma répondait toujours sans hésiter. « Ce train-là déraillera », disait-elle, ou « cet homme mourra avant la fin du mois ». Et souvent, la nouvelle arrivait exactement comme elle l'avait dit. L'affaire fit grand bruit. Les journaux français parlaient de « la pitié des chiffres ». Certains la croyaient possédée, d'autres inspirée. Des savants allemands vinrent la voir. Un physicien italien tenta d'expliquer son don par des vibrations électromagnétiques. Elle écoutait sans émotion, notant leurs paroles comme des données parmi d'autres. À 14 ans, elle parlait 3 langues, connaissait la trigonométrie et la musique des sphères, mais ne savait plus jouer ni rire. Weiss, inquiet, remarqua qu'elle se mettait à dessiner des cercles entrelacés d'une précision géométrique effrayante. « Ce sont les cycles du monde », dit-elle. « Ils se répètent, mais chaque fois plus vite. » Un soir d'orage, elle prédit qu'une explosion frapperait un quartier de la rive droite avant minuit. Weiss, troublé, nota l'heure. À 11h52, une chaudière de fabrique sauta à Belleville. La nouvelle fit scandale. La police ouvrit une enquête, soupçonnant les savants d'avoir manipulé l'enfant. Weiss fut interrogé, Heinrich menacé d'arrestation. Ils durent quitter Paris à la hâte. Un mécène suisse, fasciné par le mystère, leur offrit un abri près de Genève, dans une villa surplombant le lac Léman. Là, pendant 2 ans, Emma travaillait en secret avec quelques scientifiques du Collège de Genève, parmi lesquels une femme, Mathilde Duret, pionnière de la statistique médicale. C'est elle qui comprit la première que les calculs d'Emma touchaient à quelque chose de nouveau, une forme primitive de corrélation où chaque geste humain influençait d'autres gestes à distance. « Elle ne lit pas l'avenir », écrivit Mathilde. « Elle mesure la résonance entre les actes. » Emma pourtant s'affaiblissait. Ses pupilles, d'un gris d'acier, semblaient absorber la lumière. Elle disait que les nombres devenaient trop nombreux, qu'elle l'entourait, qu'elle ne dormait plus. En 1878, une série de catastrophes naturelles frappa l'Europe. Inondations, incendies, épidémies. Les journaux y virent un châtiment divin. Weiss lui reconnut les motifs tracés par Emma 2 ans plus tôt dans ses carnets. Chaque désastre coïncidait à quelques jours près avec ses prédictions. Greta priait, Heinrich travaillait sans relâche pour financer leur fuite prochaine. Ils voulaient retourner en Amérique, loin de ce continent où les savants s'arrachaient leurs filles comme un trésor. Mais le 3 novembre 1878, tout bascula. Cette nuit-là, un incendie éclata dans le laboratoire du Collège de Genève. Weiss et Mathilde périrent dans les flammes. On retrouva au milieu des décombres un carnet à demi carbonisé où l'on pouvait lire encore lisible la dernière phrase d'Emma.
La répétition a commencé. Personne ne sut jamais si elle parlait du feu ou du monde lui-même. Les Richter disparurent de nouveau. Certains affirmèrent les avoir vus passer la frontière italienne, d'autres prétendirent qu'ils avaient embarqué pour Montréal. Quelques mois plus tard, une rumeur courut. Une jeune fille aux yeux gris aurait été aperçue à Londres, travaillant pour un cercle d'ingénieurs qui calculait les mouvements du marché. D'autres disaient qu'elle vivait dans un monastère autrichien sous un nom d'emprunt. Le mystère s'épaississait, mais les cercles qu'elle avait dessinés, eux, réapparaissaient. Gravés sur les pierres, tracés dans la neige, inscrits sur des cartes météorologiques, les savants y virent la trace d'un esprit mathématique en avance de 100 ans. Ceux qui l'avaient connu savaient mieux. C'était la signature d'une enfant qui voyait dans chaque événement la forme invisible de ce qui allait venir et qui, en le voyant, l'appelait peut-être sans le vouloir. À la fin des années 1880, Londres était une ville en marche, saturée de vapeur, de charbon et de rêves industriels. C'était l'époque où les mathématiciens devinaient déjà l'ombre des machines à penser, où les ingénieurs parlaient d'automates capables de calculer plus vite que les hommes. Dans cette cité immense et enfumée, on disait qu'une femme, jeune, pâle, à la chevelure presque blanche et aux yeux d'un gris perçant, travaillait anonymement dans un bureau de statistique du gouvernement. Elle se faisait appeler Mademoiselle Emery, mais ceux qui l'avaient connue dans d'autres vies savaient que ce nom dissimulait celui d'Emma Richter. Après avoir traversé l'Europe et survécu aux incendies, elle s'était réfugiée dans le cœur de l'Empire, là où les chiffres gouvernaient déjà le monde. Son père, Heinrich, travaillait comme comptable pour une petite brasserie de Whitechapel, tandis que Greta, malade et fatiguée, restait cloîtrée dans un appartement froid. Emma, elle, passait ses journées à classer des colonnes de données, recensement, maladies, crimes, naissances. Personne ne soupçonnait que derrière son calme docile se cachait un esprit capable de lire dans ses chiffres comme dans un texte sacré. Peu à peu, elle redécouvrit les motifs qui l'avaient tentée dans son enfance, les cycles de 11 ans, les séquences de comportement, les répétitions du hasard. En 1889, un fonctionnaire écossais nommé Sir Alastair Ray, passionné par la mécanique de Charles Babbage, remarqua l'étrange employé qui semblait corriger les erreurs des machines avant qu'elles ne surviennent. Il la convoqua, curieux, et Emma lui montra une série de calculs prédisant le taux exact de mortalité à venir dans les quartiers pauvres de Londres. Ces prévisions se révélèrent si précises que Ray décida de l'intégrer à un projet confidentiel, la création d'un appareil combinant statistiques et prédictions, une sorte de moteur des probabilités. Emma accepta, à condition de rester invisible. Chaque nuit, elle travaillait seule dans une salle du ministère, remplissant des carnets entiers de nombres. Mais ce qu'elle voyait dépassait les ambitions de Ray. En observant les données, elle perçut un motif gigantesque, un schéma de causes et de conséquences reliant les guerres, les épidémies, les crises économiques. « Le monde est une machine », écrivit-elle dans un carnet retrouvé bien plus tard, « et l'homme en est la variable la plus instable. » Les premiers prototypes de calcul mécanique semblaient réagir à ces prévisions. Les roues dentées s'arrêtaient ou accéléraient selon les chiffres qu'elle entrait, comme si la machine comprenait. En 1890, une nuit de brouillard, Ray l'appela d'urgence. La machine s'était mise à fonctionner seule, produisant une suite de nombres incompréhensibles. Emma s'en approcha, posa la main sur le levier, et les roues se figèrent net. « C'est le cycle », dit-elle simplement. « Il revient toujours. » Le lendemain, un accident ferroviaire tua 150 personnes à Leeds, exactement au moment où la machine s'était arrêtée. Ray, terrifié, fit brouiller l'appareil et quitta le ministère. Emma, une fois encore, disparut. On retrouva trace d'elle quelques années plus tard à Cambridge, où elle enseignait anonymement la logique à un petit groupe d'étudiants, parmi lesquels un jeune ingénieur nommé Alan H., qui, bien des décennies plus tard, avouerait s'être inspiré d'une femme spectrale rencontrée dans sa jeunesse. Pendant ce temps, la santé de Greta déclinait. En 1896, elle mourut paisiblement, laissant à sa fille un pendentif d'argent contenant un verset gravé. « Tout est compté, même les larmes. » Heinrich, brisé, demanda à Emma de détruire ses carnets. Elle refusa. « Les nombres ne me quittent pas, papa. Même si je les brûle, ils reviendront sous une autre forme. » Après la mort de Greta, Emma se retira à la campagne, près d'Oxford, dans une petite maison que lui avait léguée Ray avant de sombrer dans la folie. Là, elle vécut en recluse, recevant parfois des lettres de savants de toute l'Europe. Certains venaient la voir, repartant troublés par sa lucidité.
D'autres affirmaient qu'elle n'était plus humaine, qu'elle n'éprouvait ni joie ni peine, seulement une compréhension froide du monde. Vers 1901, une série d'étranges coïncidences fit reparler d'elle. Des effondrements de ponts, des faillites bancaires, des incendies, tous précédés, semble-t-il, de lettres anonymes envoyées aux autorités contenant des avertissements chiffrés. Personne ne put prouver que ces messages venaient d'Emma, mais l'écriture, fine et régulière, correspondait à la sienne. Le gouvernement britannique tenta de la retrouver. Elle s'était déjà volatilisée. Une rumeur prétendit qu'elle avait embarqué pour l'Inde, d'autres qu'elle vivait en Suisse sous la protection d'anciens disciples de Weiss. En vérité, elle s'était réfugiée à Vienne sous le nom d'Emilia Richterova, travaillant avec des médecins sur les statistiques psychiatriques de l'hôpital Steinhoff. Là, au cœur d'un empire en déclin, elle découvrit ce que les nombres ne pouvaient expliquer, la folie humaine, l'irrationnel, les rêves. Pour la première fois, elle douta de ses calculs. Les patients lui parlaient de visions, de répétitions, de cercles brûlants dans le ciel, les mêmes motifs qu'elle traçait autrefois. Peut-être que, écrivit-elle dans un carnet, le monde ne se répète pas, c'est nous qui tournons autour de lui. Mais en 1908, un tremblement de terre dévasta Messine. Elle annonça calmement à ses collègues « C'est le début du nouveau cycle. Le suivant viendra en 1919 ». Et fidèle à sa logique, elle disparut encore une fois, laissant derrière elle des pages que personne ne sut déchiffrer. Certains disaient qu'elle avait embarqué pour l'Inde, d'autres qu'elle vivait en Suisse sous la protection d'anciens disciples de Weiss. Pourtant, en 1919, à la fin de la Grande Guerre, un savant français trouva dans les archives britanniques une note datée de 10 ans plus tôt, signée de la main d'Emilia Richterova. Le monde s'apprête à se réinitialiser, l'équilibre se déplacera, préparez-vous au siècle des machines. Et c'est ainsi qu'avant même l'aube du XXe siècle, la femme que la science ne pouvait expliquer avait déjà annoncé celui qui allait la dépasser. L'année 1919 s'ouvrit sur un monde épuisé. L'Europe portait encore les cicatrices de la guerre, les villes n'étaient plus que des ruines traversées par le vent et la peur, et dans les laboratoires renaissaient les rêves d'un ordre nouveau fondé sur la science. À Paris, à Berlin, à Londres, on parlait désormais de modélisation, de prévision, de calcul du chaos. Et quelque part entre ces trois villes, une femme aux yeux d'un gris presque translucide travaillait dans l'ombre sous le nom de Dr R. Un nom qu'aucun registre n'a jamais confirmé, mais qui apparaissait en marge de documents militaires sur des rapports de prévision d'événements futurs. On disait qu'elle avait conçu un système permettant d'anticiper les crises économiques avant qu'elles ne surviennent. Un réseau d'équations basé sur des comportements collectifs. Ceux qui l'avaient rencontrée racontaient qu'elle parlait peu, notait tout, et qu'elle semblait ne jamais dormir. Les vieilles légendes de la fille de Milwaukee circulaient à nouveau, désormais enveloppées du voile de la science. Dans une Europe secouée par les révolutions et les dettes, les gouvernements cherchaient à prévoir l'imprévisible. Emma, ou ce qu'elle était devenue, accepta de collaborer à des projets confidentiels en Suisse, puis en France. Ses carnets, remplis de chiffres et de symboles, passaient de main en main entre économistes, météorologues et stratèges. Certains y voyaient une méthode rationnelle, d'autres un délire. Mais à chaque fois qu'un pays suivait ses calculs, la prédiction se réalisait. En 1922, elle annonçait une flambée de la bourse suivie d'un effondrement mondial. 7 ans plus tard, la crise de 1929 confirma sa vision. Personne ne savait comment elle calculait. Un diplomate français, témoin d'une de ses conférences secrètes, écrivit « Elle ne déduit pas, elle sait. C'est comme si elle lisait l'avenir imprimé dans le présent. » Pourtant, Emma semblait s'éteindre peu à peu, comme si chaque équation dévorait une part de sa vitalité. Ses cheveux, autrefois d'un blond cendré, étaient devenus entièrement blancs. Son regard restait le même, perçant, mathématique, presque inhumain. Elle vivait dans un petit appartement de Genève, entourée de machines à écrire, d'horloges démontées, de rubans perforés qu'elle remplissait de chiffres. Les premières tentatives d'automatisation la fascinaient. Quand un ingénieur français lui montra un dispositif capable d'effectuer des calculs binaires à partir de cartes perforées, elle murmura « Voilà ce que j'attendais, une mémoire qui ne meurt pas ». En 1930, elle remit à un groupe de chercheurs britanniques un document intitulé « Les modèles de la conscience numérique », où elle décrivait la possibilité de machines apprenant des motifs humains. Le manuscrit, longtemps perdu, ne fut redécouvert qu'après la Seconde Guerre mondiale. Entre-temps, les vents sombres du nationalisme s'étaient levés. Les États cherchaient à prévoir les conflits. Un laboratoire allemand tenta de l'attirer, promettant moyens et l'anonymat. Emma refusa.
« Je ne calcule pas pour la guerre », dit-elle simplement. Mais ces équations circulaient déjà, recopiées, traduites, déformées. En 1933, un scientifique autrichien prétendit avoir conçu un algorithme dérivé de ses travaux capable d'anticiper les mouvements politiques. Il mourut quelques mois plus tard, d'une crise cardiaque, après avoir reçu une lettre sans signature, contenant un seul chiffre, 84%. Ce nombre, les historiens l'associent à la taux de probabilité que la jeune Emma avait jadis attribué au danger pesant sur sa famille à Milwaukee. Coïncidence ou avertissement, nul ne le sut. Cette même année, Emma disparut encore. Des témoins affirmèrent l'avoir vue dans un train vers Trieste, d'autres jurèrent qu'elle s'était retirée dans un couvent près de Lyon. En réalité, elle avait rejoint un cercle restreint de chercheurs suisses qui étudiaient la cryptographie et la logique appliquée. Là, elle aurait conçu une série de formules liant le langage humain aux structures de décision des machines, anticipant de plusieurs décennies la cybernétique. Un de ses élèves, un certain Carl Z, nota « Elle disait que les chiffres sont vivants, qu'ils s'observent d'entre eux. » Puis un jour de 1938, elle lui confia son dernier carnet et disparut sans adieu. Quand la guerre éclata, personne ne savait où elle se trouvait. Certains affirmèrent qu'elle avait été arrêtée pour espionnage, d'autres qu'elle s'était exilée en Scandinavie, mais les services secrets britanniques en 1942 mentionnèrent dans un rapport classé une note signée d'un nom illisible prédisant la date exacte de l'effondrement de Berlin. Avril 1945, 11 jours avant la fin. Les historiens découvrirent plus tard que la prédiction s'était révélée exacte à la journée près. Après cela, plus aucune crasse. Pas de tombe, pas d'acte de décès, rien. Seulement des rumeurs. Une femme âgée au regard d'acier vue dans les rues de Genève en 1947, tenant un carnet noir. Ou encore, à Montréal, un témoin affirmant qu'elle avait travaillé dans un laboratoire d'électricité sous un autre nom. Le siècle entrait dans l'ère des machines, et le monde entier répétait inconsciemment ses calculs. Les guerres, les crises, les découvertes, tout semblait suivre la logique invisible qu'elle avait décernée. Certains disaient qu'elle avait disparu dans ses propres chiffres, qu'elle s'était fondue dans la trame des équations qu'elle avait créées. D'autres pensaient qu'elle s'était volontairement effacée pour empêcher les hommes de comprendre trop tôt. Mais dans certains laboratoires d'Europe et d'Amérique, on murmurait encore qu'avant chaque grande invention, chaque basculement historique, quelqu'un recevait une lettre anonyme, sans nom ni signature, contenant une simple suite de nombres et cette phrase « Le cycle recommence ». Après la guerre, le monde entra dans une ère que nul ne comprenait encore. Les villes s'éclairaient d'électricité, les machines pensaient en silence, et les hommes croyaient dominer les nombres alors qu'ils ne faisaient que suivre leurs anciens chemins. À l'ombre, Cambridge, Princeton, Genève, on travaillait à des ordinateurs gigantesques, faits de tubes et de fils, capables de résoudre des équations en un temps que le cerveau humain ne pouvait égaler. Et pourtant, chaque fois qu'une de ces machines donnait un résultat inattendu, un ingénieur prononçait le même mot à voix basse, Richter. Personne ne savait exactement pourquoi ce nom circulait ainsi, mais dans les couloirs du savoir, on racontait l'histoire d'une femme qui avait compris les motifs du monde avant que le monde ne les calcule. Certains disaient qu'elle avait travaillé en secret à Cambridge dans les années 1940, qu'elle avait laissé des carnets remplis de formules qui guidaient encore les recherches sur la logique mathématique. D'autres affirmaient qu'elle était morte à Genève et que ces carnets avaient été scellés dans une boîte déposée au CERN avant sa création officielle. Mais il existait une autre rumeur, plus troublante. En 1948, lorsqu'un jeune chercheur britannique nommé Alan Ash présenta sa théorie des machines universelles, un exemplaire dactylographie anonyme fut trouvé sur son bureau. En marge, au crayon, on pouvait lire une phrase en allemand. « Le calcul se ferme sur lui-même ». L'écriture était identique à celle d'Emma Richter. Les spécialistes en graphologie confirmèrent la ressemblance, mais le document disparut mystérieusement des archives. À cette époque, le vieux Heinrich, réfugié à Montréal depuis 1939, vivait seul, persuadé que sa fille était encore en vie quelque part. Il recevait parfois, dans des enveloppes sans timbre, des feuillets remplis de nombres et de coordonnées. Il reconnut une fois la combinaison 1873-11-84, la séquence qu'Emma utilisait enfant pour coder ses prédictions. Peu après, il mourut dans son sommeil, un sourire apaisé sur le visage, le papier serré entre ses mains. En 1950, un ingénieur suisse travaillant sur un prototype d'ordinateur atmosphérique découvrit un phénomène inexplicable. La machine, laissée en fonctionnement toute la nuit,
avait généré d'elle-même une suite de chiffres formant le nom et Richter lorsqu'on les convertissait en lettres selon le code alphanumérique expérimental. Personne n'osant en parler officiellement, mais le technicien responsable du laboratoire nota dans son journal « On dirait que quelqu'un parle à travers les nombres ». L'année suivante, une tempête magnétique frappa l'Europe, perturbant toutes les transmissions radio. Dans une station d'écoute militaire française, les opérateurs captèrent un message fragmenté, indéchiffrable, sauf pour une phrase répétée 3 fois. Le cycle recommence. Depuis, les chercheurs qui étudient l'histoire de la science reconnaissent que beaucoup des travaux attribués à des ingénieurs anonymes de l'après-guerre contiennent des éléments typiques du style d'Emma Richter. La rigueur absolue, l'obsession du motif, la présence constante du chiffre 11. Certains pensent qu'elle a survécu jusqu'à un âge avancé, cachée sous un autre nom, d'autres qu'elle s'est traduite dans les machines qu'elle avait anticipées. En 1953, un employé du département de statistique de l'Université de Genève signala avoir reçu un paquet sans expéditeur. À l'intérieur, un carnet de cuir semblable à ceux des récits anciens, contenant une seule page écrite à la main. Les cycles se superposent désormais. L'humain n'est plus l'observateur, il est la variable. Depuis ce jour, le carnet est conservé dans une collection privée dont le propriétaire reste inconnu. Ceux qui l'ont vu disent que les chiffres y bougent légèrement à la lumière, comme s'ils respiraient. Personne n'a osé le déchiffrer entièrement. Les théories abondent. Certains voient en Emma Richter la première visionnaire de la cybernétique, d'autres une prophète des statistiques, d'autres encore une légende née de la peur du calcul. Mais ceux qui ont lu ces dernières lignes savent qu'elle ne se considérait pas comme une sainte ni comme un monstre. Elle avait simplement compris que tout, jusqu'à l'amour et la mort, obéit à des régularités trop fines pour être perçues. Et dans la mécanique parfaite du monde, elle avait cherché la place du hasard sans jamais la trouver. Peut-être est-ce là que réside son secret, avoir su que le hasard n'existe pas, mais avoir continué à espérer. Les machines aujourd'hui poursuivent son œuvre sans le savoir, calculant, prédisant, répétant. Et chaque fois qu'une intelligence artificielle résout un problème avant qu'on ne lui pose, quelque part, dans la mémoire silencieuse des circuits, une suite de chiffres revient. 1873, 11, 84. Les nombres d'Emma Richter. Le cycle continue.